Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Matthew Hart. Je suis le directeur de Global Philanthropy Project et je suis ravi d'être avec vous pour le lancement du report sur les ressources mondiales à 2019 à 2020 de GPP en français, en collaboration avec Edigis et ISDAO. Avant de commencer le programme, je souhaitais partager quelques informations pratiques. Cet webinaire se déroulera en français. Nous avons des interprétations simultanées disponibles en anglais. Et je vais maintenant inviter l'interprète à se présenter et partager l'instruction pour accéder à la service. Nous avons prévu un excellent programme pour vous présenter ces nouveaux reports et la manière dont elle peut être utilisée par le gouvernement donateur, le conseiller de grande fortune, les fondations privées et publiques, les entreprises philanthropes, les décideurs politiques, les acteurs de fundraising, les activistes et bien d'autres. Et maintenant, j'invite Madame Hélène Drainville, vice-ministre dialogue aux relations internationales et la francophonie du gouvernement de Québec, qui a soutenu l'introduction française de notre report. Bienvenue, Madame. Et attention, Alors, je pense que ça va aller mieux comme ça. Est-ce que tout le monde m'entend? Vous m'entendez bien? Parfait. Très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hélène Drainville. Je suis sous-ministre adjointe au ministère des Relations internationales et de la francophonie, aux relations Afrique, francophonie, affaires multilatérales. Écoutez, je remercie Égide, l'Alliance internationale francophone pour l'égalité et les diversités, de m'avoir invité à me joindre à vous tous aujourd'hui à l'occasion du lancement de ce rapport. L'accès à des ressources en français pour les communautés LGBTQ me tient particulièrement à cœur. La lutte contre les discriminations, notamment en matière d'orientation sexuelle, d'identité et d'expression de genre, nous concerne toutes et tous et exige une vigilance constante. Plusieurs pays francophones n'offrent pas de régime de protection légale ou juridique et ne reconnaissent pas les mêmes droits aux personnes issues des communautés LGBTQ. Plus d'une dizaine de pays vont même jusqu'à criminaliser certains actes. Les personnes LGBTQ francophones ont besoin d'avoir accès à de la documentation dans leur langue et d'avoir accès à des financements dirigés vers leur communauté. Sur la scène internationale, le milieu de soutien, la mobilisation évolue principalement en anglais, ce qui constitue souvent un obstacle aux personnes et aux organisations qui utilisent la langue française. En plus de faire face à des contextes juridiques parfois difficiles et à des actes de discrimination, les personnes de minorités sexuelles francophones sont également confrontées à la barrière de la langue dans plusieurs sphères de la reconnaissance et de l'avancement de leurs droits. Ce contexte peut les placer dans des situations de vulnérabilité et d'isolement. Depuis plus de 40 ans, le gouvernement du Québec se fait un devoir de lutter contre les discriminations et de défendre les droits des personnes LGBTQ. Dès 1977, il est devenu le premier gouvernement en Amérique du Nord à interdire la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. En 2017, le Québec a modifié la Charte québécoise des droits et libertés de la personne pour y interdire la discrimination fondée sur l'identité ou l'expression des genres.
Malgré ces avancées importantes, les défis sont encore nombreux et des progrès restent à faire. C'est pourquoi le gouvernement du Québec a soutenu la création d'Égide, une organisation internationale non gouvernementale basée à Montréal, dont la mission est de favoriser la concertation et la mobilisation, de soutenir l'action et le renforcement des capacités, de créer des espaces de dialogue sécuritaires et inclusifs, et enfin d'assurer un accès à des ressources en français. Ce soutien financier important place le Québec comme l'un des bailleurs de fonds principaux des mouvements LGBTQ francophones et j'en suis très fière. Je suis particulièrement fière du travail réalisé par Égide depuis sa création et d'avoir réussi à rassembler 180 organisations membres dans 31 pays. Il faut le faire. Je tiens donc à profiter de cette occasion pour remercier Égide chaleureusement, tant son équipe du secrétariat que son conseil d'administration pour son important travail. Le ministère des Relations internationales et de la francophonie vont poursuivre les efforts pour lutter contre les discriminations dont sont victimes des personnes membres de la communauté LGBTQ et de faire la promotion active de leurs droits. La lutte pour la reconnaissance des droits de toutes et de tous est aussi une responsabilité sociale et collective. Continuons donc de travailler main dans la main pour bâtir une société plus juste, égalitaire et inclusive. Je vous remercie. Bonne rencontre. Merci, madame. Merci beaucoup. Alors, le Global Philanthropy Project, collaboration de bailleurs de fonds de conseillers philanthropiques qui travaillent à l'expression de soutien philanthropique mondial pour faire avancer les droits de l'homme des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgender et intersexes dans le pays sud et de l'Est. Créé en 2019, le 22 organisations membres de GPP comprend un grand nombre principal bailleurs de fonds et conseillers philanthropiques mondiaux pour le droit de LGBTI. Le processus d'élaboration de ces rapports agit un nouveau élève d'attention, d'investissement et de détermination, y compris les efforts de chaque membre du personnel du Global Philanthropy Project et du comité consultatif de 16 membres de rapport, chaque bailleur de fonds qui ont partagé ces données, tous nos réseaux partenaires qui ont partagé l'appel de données avec leurs membres, notre rédacteur de rapport et notre concepteur. Plus précisément, je tenais au romancier et à pilier Jay Postich, l'analyste principal du rapport, et aussi Ezra Nippon, l'auteur principal et le chef de projet de rapport. J'aimerais romancer tout principalement nos partenaires de fondeurs de LGBTQ issues qui ont complié, ont partagé les données de fondations basées aux États-Unis et qui ont soutenu ce projet de concert avec le GPP pendant les 8 années de son existence. En ce qui concernait le lancement de ce webinaire et la version française du rapport, je tenais romancier Jennifer Oquitien d'Aguilara pour avoir traduit le rapport Guerrilla Media Cooperative pour l'avoir étudié et Vito Ramarodi pour l'avoir conçu. Un grand merci à l'équipe Adigis et l'équipe de DAO pour avoir aidé à
construire ce webinaire et faire traduire le rapport en français. Sur ce, permettez-moi de introduire Laurent Brault et Camille Bien, le co-président du conseil d'administration de Egidis, pour présenter Egidis. Bienvenue et merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Salutations particulières aux membres d'Égide qui sont présentes aujourd'hui. C'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons aujourd'hui pour ce webinaire. Je me présente Laurent Brault, coprésident d'Égide, et je suis accompagné de Camille que je laisse se présenter. Merci beaucoup, Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Camille Ben, je me prononce en Yel. Je suis à la coprésidence d'Égide et je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Nous sommes très honorés de collaborer aujourd'hui avec le Global Philanthropy Project et Initiative Sankofa d'Afrique de l'Ouest pour le lancement de la version en français de cet outil essentiel que représente le rapport sur les ressources mondiales 2019-2020. Nous tenons aussi à remercier chaleureusement Mme Hélène Drainville, sous-ministre adjointe au ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, pour sa présence ici aujourd'hui. Merci, Mme Drainville. Et pour souligner l'appui technique et financier du gouvernement du Québec qui a rendu possible la traduction en français de ce rapport. Égide est une alliance solidaire d'organisations de la société civile LGBTQI à travers la francophonie mondiale. Notre alliance est le fruit d'une longue réflexion et la cristallisation de décennies de revendications de la part des activistes francophones à travers le monde pour la création de dynamiques internationales de mobilisation. Aujourd'hui, Égide est un réseau fort de plus de 180 organisations membres dans 31 pays de la francophonie mondiale. Depuis sa création en mai 2019, Égide œuvre avec ses membres à créer des espaces de mobilisation pour les activistes francophones, mais surtout à assurer un meilleur accès à des ressources tant techniques que financières à l'ensemble des organisations qui travaillent au respect des droits des personnes LGBTQI+, à travers le monde francophone. La collaboration avec le GPP et ISDAO pour le lancement et la diffusion du rapport sur les ressources mondiales en français était alors une évidence, s'inscrivant directement au cœur de la mission d'Égide. Comme les éditions précédentes, le rapport sur les ressources mondiales 2019-2020 constitue une source inestimable de données qui ont fait l'objet d'analyses rigoureuses, approfondies et multidimensionnelles. Par la publication aujourd'hui de cette version en français, nous espérons ainsi qu'il deviendra un outil incontournable pour le plaidoyer en faveur de plus de ressources pour les mouvements LGBTQI, en particulier au sein des sociétés civiles LGBTQI francophones. Ces dernières années ont vu l'émergence ou l'amplification de nombreux enjeux qui ont affecté de manière négative notre communauté, tant au niveau sanitaire, politique et sécuritaire. Et malgré l'admirable résilience que nos communautés ont pu démontrer, les défis apparus, notamment à la faveur de la pandémie de COVID-19, ont remis en lumière les besoins toujours pressants de soutien technique et financier des organisations qui œuvrent à la défense des personnes LGBTQI+, à travers le monde. Ce nouveau rapport sur les ressources mondiales nous fournit des signes positifs que la situation évolue dans la bonne direction, des signes que nous devons prendre comme des encouragements à poursuivre nos efforts de mobilisation pour assurer que nos organisations aient accès aux ressources nécessaires dont elles ont besoin pour accomplir leur travail de défense des droits humains. Une nouvelle fois, nous vous remercions pour votre participation aujourd'hui et nous vous encourageons à partager le rapport sur vos réseaux sociaux. Merci également à toute l'équipe du secrétariat d'Égide pour leur travail dans ce projet. Nous remercions aussi nos collègues du GPP et d'ISDAO pour leur collaboration qui a rendu possible la tenue de cet événement. Bonne poursuite de la présentation. Merci. Bonne poursuite. Au revoir. Merci. Merci aux collègues d'Égide pour la présentation.
Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Avant de commencer la séance, on parlait du fait que ça fait des mois qu'on se prépare pour ce moment. Donc, vraiment, je félicite toute l'équipe pour ce travail et je suis très contente d'être ici avec vous. Je m'appelle Caroline, je travaille à ISDAO, à Initiative Sankofa d'Afrique de l'Ouest. ISDAO est un fonds féministe ouest-africain dirigé par les activistes et nous nous consacrons à la construction d'un mouvement ouest-africain pour la diversité et l'inclusion des communautés LGBTQI. En général, notre vision est une Afrique de l'Ouest équitable et inclusive qui est libre de toute forme de violence et de discrimination. Et notre rôle, notre contribution à ce mouvement, c'est surtout à travers une approche flexible de l'octroi de subventions et d'accompagnement au mouvement, en créant des espaces et des possibilités d'échange, d'apprentissage dans la sous-région et en travaillant pour le renforcement d'une culture de la philanthropie qui est vraiment engagée sur les questions de la promotion des droits humains et de la justice sociale. Et nous travaillons actuellement à travers 9 pays, y compris 6 pays qui sont francophones. Donc, cette discussion est vraiment une discussion qui est très pertinente et très importante pour nous. Nous travaillons actuellement au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Libéria, Mali, Nigeria, Sénégal et Togo. Dans notre travail, nous mettons un accent surtout sur les organisations et l'organisation LGBTQI qui a eu comparativement et historiquement moins d'accès aux ressources, aux opportunités et à la visibilité, y compris les groupes et les organisations dirigées par les femmes LGBTQ, les organisations dirigées par les personnes trans et les personnes intersexes, ainsi que l'organisation LGBTQI plus large en Afrique de l'Ouest francophone. Et depuis notre création en 2014, ceci est un engagement très important pour ISDAO parce que nous reconnaissons qu'il existe à la fois un manque d'accès aux informations et aux opportunités de financement dans les pays francophones et aussi un manque de bailleurs de fonds qui interviennent de manière spécifique et ciblée dans les pays francophones, ce que ce rapport met en évidence. Je pense, à cause du temps, je ne vais pas trop parler de nos réflexions sur le rapport parce que au cours du panel que nous allons avoir avec 3 activistes, nous allons entendre un peu plus les réflexions sur ce que ce rapport nous présente, les grands défis et aussi les opportunités pour les activistes. Mais je pense que c'est très important aussi de noter que globalement, ce qu'on voit dans le rapport, c'est qu'il y a de nouveaux acteurs et de nouvelles actrices. Il y a 70 nouveaux bailleurs de fonds capturés dans ce rapport qui n'étaient pas dans ce rapport en 2017-2018. Nous, en regardant la liste des bailleurs de fonds, par exemple, on voit qu'il y a de nouveaux acteurs, de nouveaux bailleurs de fonds LGBTQI, et aussi des bailleurs de fonds qui commencent maintenant à intervenir sur ces questions. Donc, comment est-ce que ceci se connecte avec ce qui se passe sur le terrain? C'est une autre question, mais je pense que c'est quelque chose quand même à célébrer. Et nous sommes aussi ravis de faire partie de cette conversation parce que le plaidoyer philanthropique est un travail très important pour nous. Nous nous engageons régulièrement avec d'autres bailleurs de fonds sur l'importance d'appuyer de manière spécifique les organisations en Afrique de l'Ouest francophone. Et que c'est très important non seulement d'accroître les ressources, mais d'améliorer les ressources pour que les financements répondent aux besoins des communautés, que les financements soient flexibles, permettent aux communautés de mieux répondre à leur contexte et aussi que c'est très important que les bailleurs puissent éliminer les obstacles et les barrières aux informations et au financement. Donc, nous sommes très ravis de faire partie de cette discussion et nous apprécions vraiment l'opportunité de travailler, de collaborer avec Égide et GPP sur ce document. Nous célébrons que bien que c'est la 4e édition de ce rapport, c'est la toute première fois que ce rapport est disponible dans son intégralité en français. Nous sommes très enthousiastes de continuer ces conversations bien après ce webinaire sur comment est-ce qu'en tant qu'activistes, en tant que bailleurs de fonds, nous pouvons utiliser les données que ce rapport présente. Merci.
Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Cyril Hamel et je travaille pour Égide en la qualité de responsable de la levée de fonds. Il me revient la tâche avec plaisir de vous présenter le rapport, puisqu'on parle de rapport depuis tout à l'heure, je vais rentrer dans le concret. Également en quoi je trouve qu'il est particulièrement important pour des organisations comme Égide. Donc le rapport, tout d'abord en français, c'est le rapport sur les ressources mondiales 2019-2020, les aides gouvernementales et philanthropiques aux communautés lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes. En réalité, c'est un rapport parmi les plus complets qui existent à ce jour sur l'entièreté des financements accordés aux communautés LGBTQI. Le rapport il documente vraiment de façon précise les différentes catégories de financement, c'est-à-dire en termes de subventionnaires, en termes de bénéficiaires, en termes de population cible, stratégie, etc. Et c'est un outil indispensable pour identifier les lacunes, les opportunités et également les tendances du marché qui est en pleine évolution. Le rapport il contient énormément d'informations. Je vous invite vraiment à aller le voir. Vous avez désormais, comme on vient de le dire dans le chat, la version qui est disponible sur le site en ligne avec un sommaire, un index très bien fait. Et également, nous avons préparé à votre intention tout un ensemble d'infographies qui résument les faits importants. Donc vraiment, allez voir en ligne. Quelques petits points méthodologiques, d'où la slide que vous voyez projetée actuellement. Le rapport se concentre spécifiquement sur les organisations qui traitent d'enjeux ou de populations LGBTI. Dans le cas de subventions pluriannuelles, elles sont comptabilisées sur l'année d'octroi et non l'année de décaissement. C'est important. Vous avez un système de petits pictogrammes que nous avons inclus dans le rapport. Vous les voyez en bas à droite de la slide. RUS. R signifie que les fonds à des fins de redistribution sont inclus dans l'étude ou non. Et pareil pour le US, c'est pour les financements spécialement axés sur les États-Unis. Sachez que tous les montants exprimés dans le rapport sont en dollars américains. Et lorsque nous parlons d'aide gouvernementale, il s'agit en réalité d'aide gouvernementale à destination de l'étranger. Alors, je souhaiterais commencer à vous citer quelques petits chiffres. Les bonnes nouvelles pour commencer. Ce rapport a eu lieu à plusieurs reprises. Nous sommes actuellement sur l'édition 2019-2020 et nous permet de pouvoir vous offrir des comparaisons sur les 8 dernières années. Le rapport il comprend un total de 576 millions de dollars de financement. Vous le voyez apparaître à l'instant à votre écran. Ce qui est une bonne nouvelle, puisque sur la période précédente, 2017-2018, nous étions à 560 millions, donc plus 16 millions de dollars, une augmentation de 3%. De même, le nombre de subventions délivrées, qui est aujourd'hui à 15 837, a connu une augmentation de plus 4%, et le nombre de bénéficiaires qui dépassent les 6 000, plus 38%. Donc ça, c'était pour les bonnes nouvelles, je tenais à le soulever. En revanche, je souhaiterais nuancer un petit peu, apporter quelques points de comparaison. Excusez-moi. Si 576 millions de dollars par un chiffre important, il faut bien garder en tête qu'il s'agit de l'entièreté des financements à destination de toutes nos communautés et sur 2 ans. Donc je pense qu'on peut convenir que ce n'est pas un montant si important avec le recul. Quelques éléments de comparaison, vous les voyez sur la slide à gauche et à droite. Lorsqu'on s'intéresse particulièrement au financement des fondations, lorsque nous retenons le montant de 100 dollars octroyés par des fondations, seulement 35 centimes reviennent à nos communautés LGBTI. De même pour les gouvernements, sur 100 dollars octroyés, moins de 4 centimes reviennent à nos communautés. Un autre élément important, c'est si on regarde sur la droite, les dépenses déclarées sur la période 2019-2020, donc la même période, d'une organisation très virulente anti-LGBT, le Christian Broadcast Network, veuillez excuser mon accent, il est de 622 millions de dollars contre 576, comme je vous disais. Alors, pour continuer sur le rapport, parlons géographie un petit peu. Comme je vous disais, le rapport il a une vocation mondiale. Il étudie le financement au niveau mondial et nous avons particulièrement axé les études sur les grandes régions que nous connaissons tous, c'est-à-dire le nord global, le sud global, l'est global et l'international. Ce qui est intéressant dans le rapport, c'est que vous retrouverez de nombreuses études également par région. Vous les voyez s'afficher là devant vous. 8 régions ont été sélectionnées. Il y a des quantités importantes d'informations dessus. C'était tout pour ma présentation du rapport. Vraiment, toute la méthodologie et tout le reste est vraiment dans une page préliminaire. Je voulais garder le temps qui me restait très peu pour vous parler rapidement de ce en quoi j'estime que le rapport est très important pour Égide. Nos coprésidents et coprésidentes en parlaient avant. Égide a été créé récemment, a une vocation internationale francophone et a été créé historiquement aussi face à un triste constat que les organisations francophones faisaient face à une pénurie de financement. Donc, je pense que ce rapport vient vraiment étayer nos propos. En tout cas, moi, comment je le perçois, c'est qu'au niveau de l'environnement, ce rapport nous permet une meilleure compréhension des acteurs et des ressources disponibles. Au niveau du réseau, il nous permet d'identifier les principaux acteurs subventionneurs, tout un écosystème philanthropique qui est cerné, ainsi que les organisations bénéficiaires, ce qui pourrait peut-être nous permettre d'aller vers des programmes en consortium éventuellement.
Au niveau des priorités, ce rapport nous permet de créer des collaborations avec les principaux subventionneurs et fondations pour assurer une adéquation des financements aux besoins des populations francophones. Au niveau de l'orientation également, j'ose à penser en tout cas que Égide, en tant que principale organisation francophone, a vraiment une mission de renseigner les bailleurs de fonds, de faire remonter les informations du terrain via nos membres. En interne aussi, ce rapport peut nous permettre aussi d'expliquer les disparités régionales que nous observons entre différentes régions, notamment en Afrique. Enfin, au niveau des donateurs ou du mécénat, des commandites, il nous permet de mettre en lumière les pénuries de financement et le besoin vraiment criant de renforcer un argumentaire déjà présent. En résumé, pour Égide, selon moi, ce rapport, c'est vraiment une photographie mondiale sur la période 2019-2020 des financements LGBT, un vrai annuaire de philanthropes, une boîte à outils, des argumentaires pour une levée de fonds à impact et pertinente. C'était tout pour la présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cyril. C'est vrai que c'est beaucoup d'informations et j'invite toutes les participants, tous et toutes de vraiment prendre du temps pour lire ce rapport. Nous allons aussi partager le site web parce que cette année, il y a un site web qui permet aussi d'accéder aux informations et de trouver des données très importantes. Je veux inviter mon panel. Je les appelle le panel des S. Effectivement, c'est le panel des stars. Les stars Urugori, Stéphane Semporé et Sheba Akpoli qui vont nous parler un peu de comment est-ce que la pertinence de ce rapport pour les communautés, pour les activistes et comment est-ce que les activistes peuvent utiliser et exploiter ce rapport et les données qui sont dans ce rapport. Les biographies sont, je pense, dans le lien qui est partagé dans le chat. Stéphane, Sheba, est-ce que vous êtes là? Oui, Oui, je suis Caroline. ici. Vous On est là. m'entendez? Je suis là. OK. On entend. OK. Merci, Caroline. Merci. Donc, nous avons parlé de quelques points clés, quelques données données probantes qui sont dans ce rapport, mais c'est très important aussi d'avoir l'analyse et les perspectives. Quelle est la pertinence de ce rapport? Donc, nous avons parlé du fait que ce rapport, pour la première fois, sera mise à la disposition du public dans son intégralité en français. Et ça rejoint aussi le rapport en anglais qui a été lancé il y a plusieurs mois. Comme nous avons entendu au cours de la session, ce rapport contient beaucoup d'informations riches et importantes. Mais comment l'utiliser, surtout pour les activistes? Par où commencer? Et je suis vraiment ravie d'avoir cette conversation avec vous. Vous trois vous êtes tous et toutes des activistes au sein du mouvement LGBTQI dans les pays francophones et surtout francophones africains. Et j'aimerais mieux entendre, j'aimerais entendre de vous vos réflexions. Comment est-ce que nous pouvons utiliser ce rapport? Qu'est-ce que ce rapport illustre? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qu'on doit tirer de ce rapport? Et comment est-ce qu'en tant qu'activiste, on peut vraiment s'engager avec ce rapport? Je vais commencer par Sheba. Sheba, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, pourquoi ce rapport est important et pertinent pour les activistes et les organisations communautaires au sein des mouvements LGBTQI dans les pays francophones? Merci beaucoup, Et Caroline. excuse-moi, j'aurais dû le dire. Peut-être en parlant, tu peux juste te présenter très brièvement, bien qu'on a ta photo et ton nom sur l'écran, mais je pense que tu peux nous présenter, tu peux faire une petite présentation. OK. Mon nom est Sheba Akpoli, pronom elle, accord au féminin. Je suis activiste militante et éducatrice de droits humains, impliquée dans la production de savoirs expérientiels basés sur le vécu des communautés en Afrique de l'Ouest. Et je travaille aussi pour le Conseil québécois LGBT en tant que chargée de projet. Oui, je pense que c'est bon, brièvement pour ma présentation. OK. Donc, pourquoi je pense que ce rapport est pertinent pour les activistes, les organisations et toutes les personnes qui sont impliquées dans les mouvements LGBTQ.
Mais par où commencer? Ta question était par où commencer? Je pense qu'il faut d'abord commencer par le lire et se l'approprier parce que les ressources ont une place fondamentale au sein des mouvements et pour moi, c'est important de comprendre l'écosystème du financement et comment est-ce que cela peut avoir ou non des impacts sur les enjeux que nous portons en tant que militantes, militants. En tant qu'organisation activiste et pour le mouvement en général, je pense que s'approprier ce rapport nous informe sur les dynamiques de financement, les tendances de financement, quel partenaire est présent, dans quelle région ou dans quelle autre, qui finance quoi. Tu l'as dit tantôt, il y a pratiquement 70 nouveaux bailleurs de fonds qui sont répertoriés dans ce nouveau rapport-là. Et c'est important en tant que mouvement de comprendre quelles sont nos opportunités pour pouvoir mieux structurer nos stratégies. Donc, je pense que ce sont des informations qui peuvent aider à, comme je disais, mieux structurer la mobilisation de ressources, surtout dans les pays francophones où, comme le démontre encore malheureusement ce rapport, il y a encore d'importantes disparités en termes de financement disponible et de ressources investies. Par exemple, on notera qu'entre 2019 et 2020, il y a une baisse de pratiquement 13% en comparaison du rapport précédent de ressources qui ont été investies dans la région d'Afrique Afrique subsaharienne. Fait qu'en même temps qu'il y a des nouveaux partenaires qui sont présents dans la région, en même temps, force est de constater qu'il y a quand même une certaine diminution des ressources. Donc, pour moi, connaître ces enjeux-là nous permet de mieux structurer nos stratégies pour mieux planifier nos actions. Ouais. Merci, Sheba. Merci d'avoir commencé, d'avoir lancé la conversation. Maintenant, passons à toi, Star, et tu peux aussi brièvement te présenter avant de répondre à la question. En réfléchissant particulièrement à l'Afrique francophone, et je reconnais que ce n'est pas tout le monde qui a déjà lu le rapport, c'est un grand rapport, comme Sheba l'a évoqué, mais suite à ta première lecture, en réfléchissant sur l'Afrique francophone en particulier, quelles sont les principales lacunes que le rapport contribue à mettre en évidence? Qu'est-ce qui ressort de ce rapport pour toi? Je n'entends pas Star. Star, je pense que ton micro est fermé. OK. Désolé, OK, désolé. merci. OK. Merci beaucoup pour l'opportunité. C'est un plaisir d'être ici avec mes différents collègues pour partager un peu les réflexions sur ce rapport. Moi, c'est Star Lugoli, je suis directeur exécutif de Moli, une organisation basée au Burundi et qui fait du travail de construction de mouvements dans 5 pays de l'Afrique centrale. Je suis aussi coprésident en exercice de Pan-Africa ILGA, un réseau de 278 organisations communautaires éparpillées en Afrique. En fait, oui, comme ça avait été partagé, c'est trop d'informations. Et des choses qui ressortent au fait, la première chose flagrante, c'est comment est-ce que la séparation géographique de l'Afrique du Nord, du reste de l'Afrique, est flagrante et continue à poser un frein aux dynamiques de solidarité transnationale. Dans plusieurs forums, ça a été déjà discuté qu'il est difficile que les activistes de l'Algérie, par exemple, puissent trouver des ressources à travailler, engager un travail collaboratif avec leurs voisins du Sud, le Mali, par exemple. L'autre chose qui ressort, qui est intéressante aussi, c'est que des 17 pays francophones en Afrique, qui reçoivent en tout 7 300 000 $. C'est intéressant de voir, lorsque c'est désagrégé, ça nous donne 14 pays en Afrique subsaharienne qui vont recevoir 10% du financement allant à cette région. Et nous allons voir aussi que c'est 3 pays en Afrique du Nord qui vont recevoir 18% du financement qui va globalement à toute cette région. Donc, nous comprenons très bien que les lacunes de financement de nos mouvements sont encore
plus que présent. D'un autre côté, on se rend compte que, par exemple, la question de l'autonomisation économique, qui devient une priorité communautaire particulièrement très importante, à laquelle vraiment les organisations communautaires s'efforcent de répondre, affiche toujours un niveau de financement ou de soutien qui est très faible, comptabilisé à 1%. Les subventions aux organisations communautaires restent toujours limitées à la mise en œuvre des projets et non à la poursuite du changement systémique traduit à travers la vision des mouvements et des organisations. Et du coup, l'éruption du COVID et la violence des mouvements d'opposition partout en Afrique appellent vraiment tous les acteurs et actrices de l'écosystème à changer la manière dont le financement est octroyé aux communautés. C'est toujours aussi flagrant de voir les lacunes qui continuent d'apparaître sur les questions de financement, par exemple, de certaines communautés, que ce soit les femmes LGBTQ, mais encore plus les personnes en situation de migration, surtout les personnes qui sont en refuge au sein même de l'Afrique. Et toutes ces questions-là relèvent des lacunes que nous devons, ou bien que la philanthropie doit adresser. Merci. Merci, Sla. Je pense que ce que tu viens de dire, ça répond aussi à certaines questions qui sont dans la boîte et que je pense on pourra revenir sur ces questions pour répondre. Mais la question des communautés dans nos communautés, dans nos grandes communautés qui sont les moins prises en compte et souvent les moins visibles aux bailleurs de fonds. J'aimerais donner la parole à Stéphane parce que nous savons qu'il y a ce qui est sur papier et dans le rapport et il y a ce qui est sur le terrain. Ce rapport fournit des listes des bailleurs principaux, des bailleurs de fonds principaux en Afrique subsaharienne au sens large. Donc, ce n'est pas organisé par sous-région, mais au sens large en Afrique subsaharienne, notamment des fondations publiques et privées, les organisations intermédiaires, les bailleurs de fonds gouvernementaux ou bilatéraux. En regardant le contexte ouest-africain, est-ce que cette liste correspond à ce qu'on voit sur le terrain, dans la sous-région, notamment quand on pense aux bailleurs de fonds qui interviennent dans les pays francophones? Stéphane, est-ce que tu peux te présenter brièvement et puis donner tes réflexions sur ces questions? D'accord. Bonjour tout le monde, bonjour Caroline, merci. Je suis Stéphane Sempouré, je suis le directeur des communications et de la gestion des connaissances de l'ISDAO. Mes pronoms sont il et lui et je suis basée à Ouagadougou. Je prends cet appel depuis Ouagadougou. Bienvenue donc à ce panel. Merci pour la question Caroline et c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir être présent dans cet événement inédit et parler de ce rapport. Pour répondre à ta question, il faut reconnaître que, en regardant le rapport, à l'exception du Canada, plusieurs autres bailleurs de fonds et fondations bilatéraux qui sont très visibles dans le contexte francophone ne figurent pas fortement dans le rapport. Je pense par exemple à des pays comme la France, les Pays-Bas et aussi notamment la Belgique. Et donc, cet écart est particulièrement alarmant compte tenu des mouvements régressifs qui deviennent de plus en plus forts et visibles dans nos pays. Quand je parle de mouvements régressifs, je parle de l'émergence des mouvements fondamentalistes radicaux, le fondamentalisme culturel, le fondamentalisme religieux, avec des discours qui sont très forts, très structurés dans nos pays et qui reçoivent effectivement aussi des financements très forts et qui sont visibles dans notre région à travers donc, ces mouvements anti-genre. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que la rhétorique des bailleurs de fonds dans nos pays est bonne? Est-ce qu'elle correspond aux ressources dont les organisations LGBTQI ont besoin pour faire face à cette opposition et résister? Est un point d'interrogation. Il y a quelques temps, nous avons lancé effectivement une recherche, un rapport de recherche pour parler justement de ces mouvements anti-genre qui émergent. Et même au sein de l'ISDAO, nous venons de clôturer une recherche sur l'état du financement en Afrique de l'Ouest, donc dans les 9 pays
propos de l'ISDAO, où une des personnes présentes ici est chercheuse là-dessus. Je parle de Shiva Akpokli, et ce rapport sera disponible dans peu de temps. Cela, effectivement, met en évidence que certaines des ressources qui sont octroyées, notamment dans les pays francophones, ne correspondent pas nécessairement aux besoins des groupes LGBTQI. Quand je parle de besoins, ça veut dire quoi? Les priorités sont souvent plutôt définies au niveau des bailleurs de fonds, mais aussi les moyens d'accès sont souvent très complexes, ce qui fait que les organisations dont les réalités sont tellement complexes, n'arrivent pas à avoir accès à ces ressources, sont obligées de dribbler, je vais utiliser ce mot-là, pour pouvoir avoir ces ressources-là, parce que aussi, il faut reconnaître, il y a la précarité au sein du mouvement. Donc, ces ressources ne sont pas toujours des ressources orientées véritablement vers les besoins des communautés, et compte tenu de la précarité, on est obligé de temps en temps de faire, de trouver une forme d'échappatoire pour pouvoir quand même capturer ces ressources-là, parce qu'il faut quand même avoir des ressources pour travailler dans le mouvement, car les besoins sont là. Donc, la question aujourd'hui est de savoir comment est-ce qu'on peut s'assurer, à travers donc, les données que ce rapport présente, que les ressources qui sont déjà disponibles dans le mouvement correspondent véritablement aux besoins des communautés. Cela veut dire que définitivement, on doit écouter les communautés, les militants dans l'orientation et la définition des besoins pour que les ressources puissent aller véritablement ce pourquoi elles ont besoin d'être adressées. Merci Stéphane. Ça répond effectivement à ma prochaine question pour toi, parce que de plus en plus dans le mouvement, dans le secteur philanthropique, on parle de décolonisation, on parle de hashtag Shift the Power, on parle de mouvement de comment est-ce que les bailleurs de fonds peuvent changer les approches pour répondre plus aux communautés, aux besoins des communautés. Je ne sais pas si brièvement tu peux nous parler de comment de manière pratique ou spécifique, comment est-ce que cette recherche et ces données peuvent contribuer à ces conversations? OK. Merci, Caroline. Je vais utiliser une expression que tu as abordée tout à l'heure lorsque tu parlais du plaidoyer philanthropique que nous faisons au niveau de l'ISDAO. Effectivement, cette tribune, elle est très intéressante parce que nous avons ici une personne membre du gouvernement canadien et nous avons aussi Égide qui est là dans cet espace. Pour nous, il est très important qu'à travers donc, les données de ce rapport-là, que Égide, dans son approche, qui est véritablement une approche très inclusive, une approche participative, qui est dans un espace de dialogue avec les gouvernements, puisse trouver l'espace effectivement de faire un plaidoyer philanthropique avec d'autres gouvernements. Quand je parle d'autres gouvernements, ça veut dire quoi? Les gouvernements francophones, à savoir la France, la Belgique par exemple, qui interviennent dans les pays francophones du Sud à pouvoir justement décoloniser leur approche, à décoloniser leur façon de faire pour que les ressources qui vont aux communautés soient véritablement les ressources adressées. Par exemple, dans la recherche que nous avons adressée, la plupart du temps, les communautés présentent que les manuels et les processus d'application pour les ressources, notamment dans des pays francophones ou auprès de certains gouvernements francophones, sont très complexes. Il y a tellement de bureaucratie là derrière. Mais en plus de cela, il y a un rapport de pouvoir extrêmement épuisant qui justement montre toujours ce rapport colonial qu'il y a avec ces pays. Donc, il est important également que dans le secteur de la philanthropie, cela puisse être définitivement discuté et challengé. Et moi, je pense que Égide et le gouvernement canadien sont très bien placés pour faire justement ce plaidoyer philanthropique-là, parce que justement, à travers cette approche que vous avez avec les pays francophones, on voit véritablement que cela marche. Et c'est comment est-ce que vous pouvez utiliser votre pouvoir justement pour aussi négocier ces questions dans les espaces avec d'autres gouvernements francophones. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Caroline. Oui, je pense que tu as répondu à la question. Et je vais revenir peut-être sur une question, quelque chose que tu avais dit concernant l'importance de documentation et comment est-ce que nous utilisons les documentations comme ce rapport pour le plaidoyer, mais pour aussi présenter les défis, les lacunes qui existent au sein des communautés et liées aux questions de financement. Donc, j'aimerais inviter Sheba, et je suis consciente du temps, je vais encourager mes panélistes à aussi être conscients et conscients du temps. Mais j'aimerais inviter Sheba, parce que Sheba a aussi évoqué qu'elle est la co-auteure d'une recherche qui vient d'être lancée
sur le financement des organisations LBQT en Afrique de l'Ouest francophone et au Cameroun. Donc, Sheba, ces questions de regarder les données, regarder les informations, analyser le contexte du financement, ce n'est pas nouveau pour toi. Comment est-ce que tu penses que ce rapport de GPP comment est-ce que ça contribue aux connaissances sur l'organisation LGBTQI dans le pays francophone? Comment est-ce que ça contribue au domaine et au secteur? Merci beaucoup, Caroline. Je vais essayer d'être consciente du temps, comme tu dis. Mais je pense que ce rapport de GPP vient confirmer ce qu'on est en train de dire depuis quelques années déjà, notamment les lacunes de financement, par exemple pour les groupes LGBTQ qui sont déjà à la croisée de plusieurs systèmes d'oppression. Et quand on regarde un peu tout ce qui est fourni comme données dans ce rapport et qu'on fait aussi une analyse comparative avec le rapport D'où viennent nos ressources qui a été produit plus tôt cette année par Quinn, qui va être disponible bientôt, on se rend compte que non seulement les financements sont difficiles, les financements sont difficiles d'accès pour les groupes LGBTQ, mais en plus, dans un contexte de dynamique de pouvoir, d'enjeux d'accès à l'espace et de partage d'espace avec d'autres groupes, ça vient comme accentuer un peu plus cette difficulté d'accès au financement-là. Et rappelons, nous sommes dans un contexte francophone où l'accès au financement est déjà difficile de façon globale. Donc, rajoute à ça toutes ces différentes structures de pouvoir, ça fait que c'est encore plus difficile pour les groupes-là. Et souvent, le financement n'atteint même pas les organisations LGBTQ, ça va des organisations plus grandes qui absorbent le financement, ce qui fait que quand ça va arriver aux communautés, aux groupes grassroots, le montant qui va leur être octroyé va être minime par rapport à la charge de travail qui reste à faire. Et le financement par projet, comme Stéphane en parlait tantôt, les projets de 1 à 2 ans qui vont ou pas être renouvelés après ne permettent pas de garantir par une certaine continuité pour le travail de plaidoyer. Ça vient laisser les organisations dans une précarité encore plus grande éventuellement que quand le financement a été octroyé. Donc, comme je disais, je pense que c'est une complémentarité aux ressources qui sont déjà disponibles dans la sous-région. En même temps que ça nous apporte un portrait de financement, ça doit aussi nous pousser à avoir certaines réflexions dans le sens où qu'est-ce qui fait que, malgré le fait que sur des années, on a fait une certaine évolution du financement, l'accès au financement est toujours aussi difficile pour les groupes LGBTQ. Est-ce que ce sont les modèles de financement et est-ce que c'est le mécanisme en lui-même? Est-ce que c'est le discours qu'il y a autour du financement? Est-ce que c'est la façon dont est structuré l'accès à ces financements? Qu'est-ce qui fait que c'est toujours problématique pour ces groupes en particulier de pouvoir avoir accès au financement adéquat? Ça soulève pour moi aussi les enjeux je vais finir avec ça, les enjeux de mal-financement et de financement insuffisant. Mal-financement dans le sens où le financement ne vient pas nécessairement répondre à un besoin de croissance de l'organisation sur du long terme, mais va plutôt être des financements ponctuels sur projet qui ne vont pas nécessairement donner la latitude aux organisations de grandir, de planifier le travail de plaidoyer. Et financement insuffisant dans le sens où les financements, en tout cas, le montant n'est pas assez, ne répond pas nécessairement à l'entièreté des besoins qu'il y a sur le terrain. Et voilà, je ne sais pas si j'ai apporté un essai de réponse à ta question avec le temps imparti qui me restait. Mais en gros, c'est ça. Ça vient raffermir le discours qu'on tient, les arguments qu'on tient en ce moment par rapport à toutes les ressources qui sont disponibles dans la sous-région. Merci, Sheba, pour ces contributions. Et je veux reconnaître que la conversation ne s'arrête pas maintenant. Et comme je pense les différentes questions, les différentes réflexions, ça nous appelle, ça appelle aux activistes de vraiment s'engager avec ce rapport, de vraiment avoir un fort engagement. Et je veux terminer la séance avec une version de la question que j'ai posée à Star au début. Parce qu'au début, j'avais demandé pourquoi ce rapport est important. Maintenant, je veux te demander, Star, comment est-ce que les activistes et organisations communautaires peuvent utiliser ce rapport? Comment est-ce qu'on fait de sorte que ce n'est pas juste un autre rapport qui est produit, qui est classé et mis sur l'étagère? Comment est-ce qu'en tant qu'activistes et organisations communautaires, on peut vraiment utiliser et exploiter les données, utiliser les informations qui sont contenues dans ce rapport? Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ça? Et je pense que nous allons, pour qu'on puisse avoir quelques minutes pour répondre aux questions qui ont été partagées. Oui,
Merci beaucoup, Caroline, pour cette question. Malheureusement, ça risque d'être un de ces rapports-là. Mais pour que ce ne soit pas l'un de ces rapports-là, il doit y avoir une grande implication, vraiment utiliser ces informations-là qui sont dans ce rapport pour pousser avec les différentes conversations que nous avons dans différents cercles, que ce soit au niveau des ambassades, mais aussi que ce soit au niveau des avec les autres différents donateurs que nous, en tant qu'activistes, nous rencontrons. Le rapport en fait fournit suffisamment de données qui viennent affirmer les revendications des activistes concernant le besoin de subventions à long terme et d'infrastructures locales très solides. Ça a été discuté très longuement par Sheba et Stéphane. Là, je ne vais pas y revenir dessus et je suis tout à fait d'accord avec eux. Et aussi, le manque de ressources ajouté à l'épuisement professionnel ne peut qu'affaiblir le mouvement soutenu par les organismes communautaires. Ce rapport aussi est important compte tenu de l'effort communautaire nécessaire pour augmenter l'acceptation légale, mais aussi l'acceptation sociale des personnes LGBTQI dans nos communautés. Il y a souvent un lien de corrélation entre beaucoup plus le niveau de financement qui est octroyé, l'absence des actions des organisations communautaires et un grand niveau d'intolérance qui peut s'installer. C'est vraiment un rappel aussi qu'en Afrique, nous avons aussi hérité de la colonisation, les lois de la moralité. Donc, c'est vraiment important dans cette situation de vraiment, nous, en tant qu'activistes, adresser cela en tenant compte que l'homophobie institutionnalisée est systématiquement introduite et soutenue par ces mouvements fondamentalistes et conservateurs qu'a pu soulever Stéphane. Donc, aussi, vraiment la discussion autour des données et autour des mécanismes de financement, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ça continuera à alimenter les différents forums et rencontres régionales qui vont être faites. Déjà, avec 2023, il y a la Changing Faces, Changing Spaces, qui sera organisée par ORAI, mais aussi il y a Pan-Africa ILGA qui organise sa conférence régionale. Et tous ces moments-là seront utilisés pour vraiment questionner sur comment actuellement sera beaucoup plus pour demander des comptes aux donateurs, au secteur philanthropique, de vraiment s'assurer que nous avons, nous en tant qu'activistes, l'appui nécessaire à adresser toutes ces lacunes de financement. Merci. Merci, Star. Merci, Stéphane, et merci, Sheba, pour vos réflexions. C'est bien que la conversation ne finira pas maintenant. Et merci pour l'invitation à Star à continuer cette discussion dans les différents espaces, y compris la conférence Pan-Africa ILGA, la conférence CFCS et d'autres espaces dans les mois à venir. Nous avons reçu 4 questions et commentaires. Et je suis consciente du temps, mais je pense que ce serait important qu'on puisse entendre ces questions. Je vais faire le résumé des questions et aussi inviter, pour que ça soit traduit, et je vais inviter les panélistes et s'il y a d'autres personnes de Égide ou de GPP qui veulent aussi intervenir. Et nous avons reçu 2 questions des organisations LGBTQI réfugiés ressortissants des pays du Grand Lac et la question est liée au problème de la discrimination dans le pays hôte de leur résidence actuelle, mais aussi les difficultés d'accès au financement parce que la plupart des bailleurs de fonds, les formules sont en anglais. Et comment ils discriminent contre les personnes réfugiées en général. Il y a aussi une question d'une organisation de personnes réfugiées trans sur comment est-ce que l'organisation peut bénéficier des fonds de GPP, des JD et ISDAO, surtout en tant qu'organisation des réfugiés. Et il y a une question concernant
le fait que les lacunes sont claires, les lacunes sont mises en évidence, mais est-ce que le rapport prévoit une section plan d'action? Et comment, bon, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'il y a des recommandations? Est-ce qu'il y a un plan d'action pour répondre à ces lacunes? Ou bien le rôle de ce rapport, c'est plus de soulever des points qui nécessitent réflexion. Je vais peut-être nommer ces 3 questions et voir si le panel veut intervenir ou répondre à certaines des questions. Et il y a une dernière question que je veux aussi présenter. Donc, très rapidement, 30 secondes. Est-ce qu'une personne membre du panel veut répondre aux questions ou bien à une question ou plusieurs questions, à des réflexions? Scar, Sheba ou Stéphane, ou bien l'équipe DG du GPP? Oui, il y a une personne levée, Robert. Stéphane. Il y a une personne qui a la main levée, Robert Simon, je ne sais pas si on... Oui, je pense qu'on devrait répondre parce qu'on est à l'heure. Donc, je vais peut-être répondre aux premières questions qui sont arrivées et puis nous allons essayer de revenir à la question de Robert. Inviter Robert à écrire dans le chat. Mais déjà, on peut commencer à répondre aux questions ou bien offrir des réflexions. Je n'ai pas de réflexion. Cyril? Oui, rebonjour. Pour répondre à une question qui a été posée, pour reprendre également les mots du directeur du GPP, M. Matthew Hart, ce rapport avait vraiment, comme je le précisais tout à l'heure un petit peu vite, vocation à présenter, identifier des tendances, des lacunes et des opportunités. Il va également être distribué de toute façon à tous nos réseaux et à tous les invités, y compris les gouvernements, les fondations, etc. Mais il n'avait pas forcément vocation à présenter une stratégie spécifique. En revanche, il peut très bien en alimenter une. Voilà, pour répondre, pour donner quelques mots, quelques éléments. Et si je peux me permettre de répondre en tant que coprésidence d'Égide, bien sûr, Égide fait tout son travail pour améliorer la situation en Afrique francophone et dans la francophonie mondiale, mais c'est difficile car si Égide veut être un moyen, on va dire, entre les bailleurs de fonds et d'autres organisations, il y a énormément de situations où c'est très compliqué pour Égide d'y accéder, mais aussi certains bailleurs de fonds sont vraiment très stricts par rapport à ce qu'on peut offrir à nos membres. Comme par exemple, il faut que certains bailleurs demandent à ce que toutes les organisations soient officielles, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des membres d'Égide. Donc, Égide fait de son mieux, travaille énormément pour, en tout cas, augmenter l'accès au financement de la francophonie mondiale, mais il y a énormément aussi de barrières mais on fait tout pour que, en tout cas, le prochain rapport soit encore plus positif. Merci. Je vois aussi que je constate que Matthew de GPP a répondu à des questions, a eu des questions concernant s'il y a les plans pour un plan d'action dans le chat, dans la partie questions-réponses, et aussi le lien pour télécharger le rapport a été aussi partagé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je pense que nous avons abordé la majorité des questions. J'invite, OK, Robert dit, j'utilise les rapports de GPP depuis de nombreuses années pour faire un plaidoyer en France pour que plus de financement soit attribué au mouvement LGBTQI en Afrique francophone. Merci, Robert, pour votre travail. Et aussi cette contribution. Matthew n'a pas d'autres commentaires. Merci beaucoup. Je sais que nous sommes arrivés, nous sommes à l'heure. Effectivement, nous avons dépassé l'heure. Je vais parler très brièvement des prochaines étapes et comment est-ce que nous pouvons partager davantage le rapport très brièvement. Donc, maintenant que le rapport est publié, voici, vous avez tous et toutes le lien. Nous voulons faire une grande diffusion de ce rapport et de le partager
ainsi une grande diffusion, mais aussi de le partager de manière plus ciblée avec des bailleurs de fonds, avec des parties prenantes. Donc, nous vous encourageons aussi à partager le rapport. Le lien a été partagé en français, mais le rapport existe aussi en anglais pour les personnes, les personnes anglophones qui sont avec nous. Nous avons aussi développé des infographies et des ressources en français qui explorent les données de manière plus visible dans le rapport actuel. Donc, quand vous verrez le rapport, vous verrez des infographiques qui peuvent être aussi partagées. Et toutes ces ressources sont accessibles sur le site. Je vais peut-être demander à quelqu'un de m'aider avec le lien du site, de mettre le lien dans le chat pour que ça soit partagé. Et donc, comme je le disais tantôt, ce n'est pas seulement le rapport, il y a aussi le site qui rend les données beaucoup plus accessibles. Et n'oubliez pas de consulter le site web parce que c'est la première fois, effectivement, nous avons essayé de rendre des informations plus accessibles à la communauté. Donc, c'est la première fois de les mettre sur le site web. Donc, consultez le site, utilisez le site pour accéder aux informations. Et vous verrez sur le site beaucoup de fonctionnalités, les infographiques, les diapos, les autres outils que vous pouvez utiliser dans votre engagement et aussi sur les questions de plaidoyer philanthropique. Veuillez partager ce rapport et renforcer les connaissances autour de ce rapport en utilisant les hashtags Global Resources Report ou LGBTI Funding. Je vais demander aussi à quelqu'un de m'appuyer et mettre ceci dans le chat. Et bref, on est à la fin de la séance. Merci à tout le monde. Merci à tous et à toutes les participants et participantes. Merci à l'équipe du GPP. Un grand merci à l'équipe d'Égide. Un grand merci à mon équipe, l'équipe d'ISDAO, et à nos intervenants et intervenantes aujourd'hui. Particulièrement, j'aimerais remercier le panel S de Sheba, Stéphane et Star. Merci aussi à Béni et Fabrice, nos interprètes, qui nous ont permis d'avoir cette conversation en français, mais aussi pour que les personnes qui ne parlent pas le français puissent participer. Nous espérons que cette pratique sera de plus en plus intégrée dans toutes les séances, y compris les séances en anglais, pour rendre les informations et les séances plus accessibles aux francophones. Une fois que vous aurez fermé la fenêtre de Zoom du webinaire, il y a une courte enquête qui apparaîtra sur votre écran. Donc, si vous avez le temps, s'il vous plaît, nous serons très reconnaissants de prendre quelques minutes pour remplir le questionnaire, pour donner vos commentaires, vos retours sur le webinaire et sur la recherche. En général, le rapport a une valeur différente pour les différentes communautés qui sont présentes ici, y compris les bailleurs, y compris les activistes. Nous espérons que cette séance a été utile pour vous et nous vous encourageons vraiment d'utiliser le rapport dans les différents espaces et de le partager, de faire une large diffusion. GPP est là pour appuyer. GPP est votre allié dans ce travail et par le biais de nos recherches, nos réunions et les autres activités, nous essayons de créer les conditions et les arguments en faveur de meilleures ressources parce que je sais que nous avons parlé des lacunes et le travail de GPP, c'est vraiment d'accroître et d'améliorer les ressources qui sont disponibles pour les communautés LGBTQI. Donc, nous continuons à faire ce travail. Ce rapport montre que nous avons réussi dans ce travail parce qu'effectivement, on voit qu'il y a du progrès. Oui, il y a des lacunes, mais il y a du progrès. Et ce rapport a contribué à ce progrès. Mais nous avons toujours beaucoup à faire et merci de faire partie de ce parcours avec nous. Merci. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que je n'ai pas oublié quelque chose. Merci beaucoup tout le monde. OK, merci. Merci, bonne journée. Merci à tous. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Bye.